Je m'appelle Madeleine, j'ai 60 ans et j'habite seule dans la petite maison de pierre près de la prairie de Caen, où les oiseaux font au matin des ronds obstinés dans un ciel qui n'en sait rien. Depuis la mort de Paul, il y a 2 ans, j'ai appris à vivre avec les bruits minuscules, le cliquetis du radiateur, le souffle du frigo, le froissement d'une nappe repliée. Les grands bruits, eux, me traversent encore, me laissent vide. Ce samedi-là, à 9 heures passées, le téléphone a sonné comme un objet étranger. La voix était polie, un timbre précis comme affûté. « Madame, Vanier à l'appareil, l'horloger de la rue Saint-Pierre. Votre nom figure dans notre registre. La montre Gousset de feu, Monsieur Paul G, a été déposée hier pour révision urgente. Pouvez-vous passer ?» J'ai posé la tasse. L'odeur de café s'est fait amère. La veille, David et sa femme, Émilie, étaient venus m'aider à trier les armoires. Une idée d'elle, évidemment, avec sa façon de sourire en serrant les joues, comme si l'on prenait une photo invisible. Ils avaient emporté 2 cartons pour Emmaüs, disait-il, et beaucoup parlé de la maison trop grande, des escaliers, des chutes possibles, de ces catastrophes qui, selon eux, visitent les femmes de mon âge au détour d'un tapis mal bordé. Je n'avais pas pensé à la montre. Pourquoi l'aurais-je fait? Je ne la portais plus. Elle dormait, je le croyais, dans la boîte laquée où Paul rangeait ses boutons de manchette les dimanches de courage. J'ai enfilé mon manteau bleu, celui qui garde l'odeur de pluie, et je suis sortie. Au centre-ville, la lumière d'hiver polissait les vitrines. La boutique Vanier, étroite et profonde, sentait l'huile fine et la poussière noble. L'horloger m'a reconnu d'un signe de tête et m'a conduite, mes mains et moi, jusqu'au comptoir. Il a posé un plateau de feutre gris et dessus, la montre. Je l'ai reconnue au poids plus qu'au métal, la façon qu'elle a de tirer la paume vers le passé. Vanier a pointé du doigt une charnière à peine visible. « Voyez, madame, on a tenté de l'ouvrir à la lame. C'est risqué. Et elle a un fond double. Peu de modèles en ont. » Il a actionné un cran minuscule. Le couvercle intérieur s'est soulevé comme un secret qui soupire. À l'intérieur, une clé plate, si fine qu'on aurait pu la confondre avec un bijou, et un rectangle de papier plié en 4. J'ai su avant de lire. L'encre, l'inclinaison du P, je l'aurais reconnu parmi 1000. Pour Madeleine seule. Coffre numéro 208. Rien d'autre. 3 mots et un chiffre et tout un mariage dessous. J'ai senti ma gorge se serrer et derrière la gorge, une pièce plus ancienne s'ouvrir avec ses odeurs de sueur et de tabac blond, le rire de Paul quand il bricolait, sa manière de dire « on verra », comme on repousse une porte de l'épaule. Vanier m'a regardé sans curiosité. Hier, un jeune homme a dit avoir votre procuration. Je n'ai rien donné. J'ai préféré vous appeler. Il n'a pas prononcé le prénom de mon fils. Il n'avait pas besoin. Je n'ai pas pleuré. J'ai remercié, rangé la clé et le billet dans mon porte-monnaie et demandé, d'une voix qui m'a surprise par sa netteté, qu'on conserve la montre au coffre de la boutique pour l'instant. Dehors, la cloche de Saint-Pierre a découpé l'air en lamelles claires. J'ai marché lentement jusqu'à l'arrêt du tram, le cœur réglé sur un battement plus ferme. On m'avait laissé croire que mon temps s'était rétréci à la taille d'un couloir. Voilà qu'une minuscule clé m'ouvrait un espace. À la maison, j'ai rangé mon manteau, j'ai lavé la tasse froide, puis j'ai sorti d'un tiroir un vieux cahier à spirale. Page 1, samedi 9h12. Appel de M. Vanier. Montre déposée hier par personne se disant mandataire. Fonds secret. Clé billet, coffre 208. J'ai reposé le stylo. Sur la table, le soleil a glissé comme une main tiède. Je n'ai rien dit à David. J'ai seulement pensé, j'irai à la banque lundi. Et cette fois, je n'irai pas sans moi. Le lendemain, ils sont arrivés tôt, un sachet de croissants à la main et cette gaieté appliquée qui sent la mise en scène. Le soleil s'installait doucement sur la table de la cuisine et j'ai pensé que la lumière savait mieux que nous ce qu'elle avait à faire. Émilie a embrassé l'air près de ma joue, a installé les viennoiseries au centre, comme un petit trophée, puis a sorti son téléphone, bloc-notes ouvert, prête à cocher des cases qui n'étaient pas les miennes. David a inspecté la bouilloire, l'évier, le rebord de fenêtre, comme on prend la mesure d'un chantier. Leur sollicitude pesait d'une façon curieuse, ni chaude ni froide, mais méthodique, avec ce grain sec que prennent les comptes. Je les ai regardés bouger dans ma cuisine comme s'ils ajustaient un décor avant une visite.
Émilie a parlé la première, d'un ton d'infirmière agréable. La maison est grande, les escaliers sont traîtres, le chauffage coûte un bras, les impôts fonciers augmentent. Elle a déroulé des mots qui appartiennent au dimanche des magazines. Optimisation, charge mentale, coût d'opportunité. David opinait, découpant un croissant en miettes exactes, puis il a sorti une pochette transparente. À l'intérieur, des cartes de visite, un notaire très humain, un conseiller patrimonial et une brochure glacée d'un EHPAD à taille humaine. Photos de pelouse tondue, fauteuil coquille, silhouette floue qui sourit au lointain. Émilie a posé une main sur ma tasse, comme pour en adoucir la température. Tu devrais au moins visiter. Juste voir. Je l'ai remerciée. J'ai dit que j'aimais ma maison, son escalier, ma chambre sous le toit, le bruit du vent qui s'y coince l'hiver. David a haussé un peu la voix sans s'en rendre compte. Il a évoqué les travaux à venir, la toiture, un diagnostic énergétique qui plomberait la valeur si je ne faisais rien. Il a évoqué la bonne fenêtre temporelle pour vendre avant la chute du marché. Le pluriel a glissé, furtif. Ils parlaient déjà en copropriétaires d'une vie qui n'était pas la leur. Je les ai vus, l'un et l'autre, se refléter dans la vitre du four comme on se regarde dans une vitrine avant d'entrer. Je savais, à cet instant précis, qu'il fallait passer au registre de l'écriture. Le carnet à spirale attendait dans le buffet blanc. Je ne me suis pas levée. J'ai retenu des morceaux de phrases, des chiffres lancés, les ai épinglés dans ma mémoire comme des insectes. La lettre de Paul au coffre 268 tenait dans mon porte-monnaie la place d'une respiration. J'avais glissé la petite clé dans une vieille boîte à sucre en métal, celle ronde avec le chat bleu au regard oblique. Personne ne l'ouvre jamais. Je sentais la fraîcheur de ce secret contre ma peau. Non pas comme une arme, mais comme une certitude. Je ne serais pas déplacée comme un meuble. Ils ont proposé d'aider à désencombrer, terme qui s'est posé sur la table comme une poussière grise. Des cartons, des étiquettes, l'idée de faire de la place pour sécuriser. L'intention, si jolie en surface, sentait pourtant la hâte. David a ressorti son portable pour chiffrer. Il a créé des colonnes, entretien, taxes, valeur de revente, où il a fait glisser ma vie. Émilie envoyait des messages, peut-être à sa mère, peut-être à une amie. Je l'ai vue lever les yeux, sourire à un écran que je ne verrai jamais. La maison s'est mise à sonner comme un tableur. Je n'ai pas protesté. J'ai demandé du thé, du miel, des cuillères. Quand il reste lent, désarme un peu la précipitation des autres. Émilie a raconté, avec des bribes de douceur, le centre médical attenant à l'EHPAD, les ateliers mémoire, la sécurité des nuits. Elle m'a dit que je pourrais me reposer. Le mot a heurté mon oreille. Je ne suis pas fatiguée, ai-je pensé. Je suis juste devenue plus silencieuse. David a rebondi. On prendrait un rendez-vous chez le notaire pour avoir un avis neutre. Neutre est un mot que l'on manipule comme une ficelle. Il serre sans faire de bruit. Je me suis levée pour rincer les tasses. L'eau a coulé claire et je me suis surprise à sourire au jet. Je leur ai dit calmement que je ne signerais rien, que je ne visiterais rien aujourd'hui, qu'ils pouvaient revenir m'aider à trier la cave si cela leur faisait plaisir, mais que rien ne sortirait de la maison sans mon accord. Émilie a replié sa brochure, un peu plus raide. David a rangé sa pochette. L'instant d'après, il complimentait la confiture de prunes, comme si la discussion n'avait été qu'un nuage. Après leur départ, j'ai ouvert le carnet et j'ai écrit « Dimanche, 10h03. Croissant, EHPAD, notaire humain, calcul. Mots, optimisation, opportunité. Proposition d'estimation. Réponse, non. » Puis j'ai fait le tour de la maison. Les pièces respiraient, chaque meuble à sa place, les rideaux tirés comme des paupières calmes. J'ai glissé la main dans la boîte à sucre pour sentir la clé, juste la sentir, et je l'ai laissée là, tiède de ma paume. Lundi, j'irai à la banque. Entre-temps, je garderai la lumière ouverte, les oreilles basses et cette phrase de Paul qui battait doucement dans ma poitrine. Ne signe rien sous pression. Le mercredi suivant, ils sont revenus avec des cartons plats, un rouleau de gros scotch brun et des marqueurs qui grattent le papier comme des sauterelles. Émilie portait une queue de cheval haute, tenue par un élastique qui brillait sous la lumière de la cuisine. David avait ce pas rapide des jours où il veut finir avant de commencer. Ils ont déplié les cartons au salon, posé un plaid par terre pour protéger, aligné des étiquettes,
à donner, à vendre, à jeter. Sur la table basse, ma vie a été sommairement découpée en 3 verbes. Je me suis tenue près de la fenêtre, la main sur le radiateur tiède. Émilie a commencé par la bibliothèque. Elle glissait les livres en piles avec un soin étrange, comme si l'ordre l'intéressait davantage que la lecture. Elle hasarde que certains pourraient intéresser un bouquiniste, surtout les Vikartland de ma belle-mère. David, lui, photographiait. Il ne disait pas la table de ferme, il disait le plateau chêne massif, 180 sur 90, bon état. Je l'ai vu faire un panoramique de la crédence et ses doigts ont tapoté l'écran pour envoyer la photo à quelqu'un. Un ami qui s'y connaît, a-t-il expliqué sans me regarder. J'ai proposé du café. Mes gestes restaient lents, utiles. Le couvercle de la boîte à sucre ne sonnait pas pareil depuis que la clé y dormait. Je la sentais presque vibrer, comme un petit battement caché dans le métal. J'ai posé 3 tasses, du sucre et des cuillères. Ils n'en voulaient pas vraiment, mais ils ont accepté par automatisme, par politesse, maculée d'empressement. Émilie a dit qu'elle allait commencer par la chambre d'amis, parce que c'est plus simple. Ce n'était pas plus simple, c'était plus loin de moi. Je les ai suivis à pas lents. Dans la chambre d'amis, elle a tiré le tiroir de la commode où je rangeais des nappes brodées. Elle a effleuré du doigt les ourlets qu'elle a déclarés très jolis, d'un ton qui signifiait surtout potentiellement monétisable. David a soulevé la malle en osier au pied du lit et a pris la mesure du tapis, toujours avec son téléphone. Je l'ai entendu prononcer un prix à voix basse, comme un secret qu'on se dit à soi-même. Je me suis rappelé Paul, penché sur la même malle un soir d'orage, disant qu'un couvercle, c'est un toit miniature. Nous avons attaqué la chambre principale vers 11 heures. On ne va rien jeter sans te demander, a promis Émilie. La promesse s'est perdue en quelques minutes. Elle a ouvert mon armoire, a posé de côté les robes que je porte encore, a mis à plat celles qui ne te vont plus, a commenté la coupe et la couleur comme on commente une saison passée. David, de son côté, a soulevé la boîte laquée sur la commode, celle où dormaient les boutons de manchette et autrefois la montre. Il a demandé « On garde ?» J'ai répondu « Oui », sans explication. Il a reposé la boîte, mais pas exactement où elle se trouvait. Le décalage minuscule m'a piqué comme une épingle sous la peau. Je suis allée chercher un verre d'eau. Revenir en cuisine m'a permis de respirer. J'ai noté sur une page arrachée du carnet l'heure, la pièce, un détail de plus. David déplace boîte laquée. Ce n'était pas une preuve, c'était un lien entre 2 moments. Je l'ai plié en 2. En remontant, je me suis arrêtée au palier et j'ai tendu l'oreille. Leur voix en mèche fine, sûre d'elle, dépliait déjà le week-end à venir. Finir le tri, mettre en ligne, appeler l'expert. Je n'ai pas pris ombrage des mots, j'ai pris note. À midi, la maison s'était remplie d'un autre ordre, provisoire et tranchant. Émilie a juste jeté un œil dans la salle de bain, a trouvé mes boîtes de crème, en a aligné 2 périmés. La force de ces gestes vient de leur banalité. On dirait du soin, c'est de l'emprise. David a appelé une société d'enlèvement pour demander un devis, au cas où. Je l'ai entendu donner mon adresse d'une voix ferme, comme on l'énonce pour soi. J'ai croisé son regard ensuite. Il était doux, presque enfantin, mais plus exactement absent. Je leur ai proposé de déjeuner. Des œufs, une salade, du pain. Nous avons mangé vite. David a évoqué les marchés aux puces du dimanche, les collectors qui se vendent bien. Émilie a dit on pourrait faire des lots. Je me suis demandé à quel moment de leur vie il avait été décidé que j'étais un lot. Le soleil a tourné, la nappe a pâli. J'ai débarrassé dans un silence que je choisis quand je veux que les autres s'entendent parler. Avant qu'ils ne repartent, j'ai glissé une fine bande de papier découpée dans un vieux courrier sous le couvercle de la boîte laquée. Un ticket de métro plié en 4 sous le coffret à bijoux. 2 épingles dans 2 ourlets. Je n'ai pas fermé à clé, j'ai posé des témoins. Puis j'ai replacé chaque objet dans le rectangle exact de sa poussière. Émilie m'a embrassée sans toucher ma peau. David a promis de repasser samedi avec l'expert si tu es d'accord. Je n'ai pas répondu. Je leur ai souhaité une bonne fin de journée. Quand la porte s'est refermée, le silence a repris forme. J'ai lavé 2 verres, rincé le saladier, essuyé les couverts un à un comme on récite une prière sans y croire tout à fait. Ensuite seulement, je suis allée chercher mon carnet.
Mercredi, 17h42. Carton, étiquette, photo des meubles, boîte laquée déplacée, promesse puis tri sans avis, devis enlèvement demandé, témoin posé. J'ai refermé le cahier et avec un soin que je me suis rarement accordé, je me suis allongé 20 minutes. Je n'ai pas dormi. J'ai pensé au coffre 208, à la clé qui attendait dans la boîte à sucre et à la manière dont une maison respire différemment quand on la mesure au ruban. Demain, je passerai chez Vanier signer un reçu. Lundi, je verrai la banque. Entre les deux, je garderai la main sur mes poignées de porte, la simple géographie de ma liberté. Le samedi d'après, ils ont sonné plus tôt que l'habitude, à 11h moins le quart. Je venais d'ouvrir les volets de l'étage. Le ciel avait cette couleur d'étain poli que prennent les jours sans pluie à Caen. Quand j'ai descendu, ils n'étaient pas seulement deux. Un homme en manteau beige, tablette à la main, se tenait sur le seuil, sourire courtois et stylo prêt. Émilie a dit, sans respirer, « C'est juste une estimation, pour se faire une idée. » Le mot « juste » traîne souvent une corde derrière lui. L'homme a tendu une carte. Philippe Armand, expertise immobilière. Je l'ai lu, puis je l'ai photographié du bout de mon téléphone. L'homme n'a pas bronché. À peine entré, il a commencé à prendre des mesures au laser, comme si l'air lui-même appartenait déjà au maître. David lui montrait les fenêtres en vantant la double exposition. Émilie évoquait le potentiel d'ouverture entre cuisine et salon. Je me suis surprise à sourire. On parlait de ma maison comme d'une maison modèle, imaginée sous cellophane. Ce qui m'a blessée, ce n'est pas l'homme. Il faisait son métier. C'est le théâtre. La porte grande ouverte, les voisins qui ralentissaient, l'impression d'un déménagement en suspens. Madame Roussel, du pavillon d'en face, a levé la main avec un air triste. Je l'ai saluée, je n'ai pas baissé les yeux. Au bout de 5 minutes, j'ai demandé une pause. Je n'ai pas donné mon accord pour une estimation aujourd'hui, ai-je dit, et je n'ai pas été prévenu de votre venue. L'expert a reculé d'un pas courtois, comme on recule d'une pelouse qu'on ne veut pas piétiner. David s'est mis à parler vite, à expliquer que c'est sans conséquence, qu'il veut juste savoir où on va. Le pronom a griffé l'air. Où on va. J'ai pensé à Paul, qui disait toujours « on » pour m'embarquer dans les choses douces, les marchés, les petites routes, et qui disait « tu » pour me rendre ma liberté. J'ai répété calmement « ce n'est pas le moment ». L'expert a rangé sa tablette. « Sans souci, madame, on peut reprogrammer ». Il a dit « madame » comme on dit « propriétaire ». Ça m'a fait du bien. Sur le trottoir, la comédie a continué. Émilie parlait fort pour l'air et pour les oreilles voisines. Elle disait que je me braque, que ce n'est qu'une aide. David avait les bras croisés, un pli entre les sourcils que je ne connaissais pas. L'expert a salué, s'est éloigné d'un pas léger, presque reconnaissant d'échapper à une histoire qu'il n'aurait jamais comprise. Je suis restée un moment sur le seuil, le soleil m'atteignant au niveau des poignets. « On prend un autre rendez-vous » a insisté David. « Non. » Le mot est sorti net, propre. Il n'y avait rien derrière, rien à ajouter. Ils sont entrés de nouveau, mais la maison, comme un animal réveillé, ne les laissait plus glisser aussi facilement dans ses pièces. Émilie a proposé un café qu'elle n'allait pas boire. J'ai monté à l'étage seule, sous prétexte de chercher du sucre. En ouvrant la chambre, j'ai vu tout de suite. La boîte laquée avait bougé de 2 doigts vers la gauche et le ticket plié sous le coffre à bijoux n'était plus à fleurs. Il dépassait d'1 millimètre. Les témoins étaient bavards. La promesse de ne rien ouvrir sans me demander avait la durée d'une allumette. Je n'ai pas éprouvé de colère. C'est un sentiment lourd. Il affaisse le fond de la poitrine. J'ai ressenti autre chose, un froid clair, une décision qui s'installe. J'ai retiré délicatement le ticket, les remplacé par une bande de papier plus étroite. J'ai pris la boîte laquée dans mes mains pour retrouver son poids, les reposer exactement à la trace blanchie que la poussière dessine à force d'habitude. Puis j'ai ouvert l'armoire, sorti un dossier bleu et j'ai commencé une liste à la main. Boîte laquée, bouton de manchette en nacre, épingle en or, broche camée. Coffret à bijoux, chaîne fine, médaille de baptême, petite bague saphir ébréchée. J'ai daté, signé et glissé la feuille dans une enveloppe Kraft que j'ai scellée avec un morceau de ruban adhésif. Sur le rabat, j'ai écrit « à n'ouvrir qu'en ma présence ». C'était dérisoire et parfaitement utile.
Quand je suis redescendue, Émilie monologuait sur la toiture. J'ai posé le sucrier, j'ai écouté sa pluie de bons conseils. David a ajouté qu'un diagnostic énergétique D plomberait tout, qu'il valait mieux agir tant qu'on peut. J'ai pensé aux saisons. Certaines choses résistent mieux au vent que d'autres. Je leur ai servi le café, j'ai parlé du marché du dimanche, de la confiture de groseille de Madame Roussel, de la vie qui continue et ne se met pas en tableau Excel. Ils sont repartis vers 12h30, l'expert déjà fondu dans une autre rue. Avant de fermer, j'ai jeté un regard au paillasson, quelques grains de gravier brillaient comme des miettes de Seine. J'ai pris mon carnet. Samedi 11h, expert arrivé sans prévenir, rue comme un théâtre, carte photographiée, refus clair. 11h30, témoin déplacé à l'étage, inventaire manuscrit scellé. J'ai respiré plus profond. Puis j'ai préparé un sandwich, tranché une pomme et me suis assise au jardin où le laurier rose n'écoute personne. Dans l'après-midi, j'ai pris le bus pour le centre. Chez Vanier, j'ai signé un reçu. La montre resterait au coffre de la boutique jusqu'à nouvel ordre. Il m'a demandé si j'avais besoin d'autre chose. Seulement d'exactitude, ai-je répondu. Il a souri comme on sourit à un mot bien choisi. Dehors, une bourrasque a balancé la lumière. En rentrant, j'ai glissé la petite clé entre deux torchons dans la boîte à sucre et j'ai fermé le tiroir d'un geste doux. Le soir est tombé sans hâte. J'ai allumé une lampe basse. J'ai écouté les informations sans les entendre. La maison, enfin, tenait de nouveau autour de moi comme un manteau ajusté. Demain, je ferai une photocopie de ma liste. Lundi, j'irai à la banque, quoi qu'il arrive. J'avais appris ce jour-là qu'une frontière peut se tracer avec une simple phrase et un inventaire écrit, et qu'elle tient. Le lundi a commencé par une lumière pâle qui glissait sur les tuiles en face, une lumière sans promesse ni menace. J'ai pris un petit sac, ma carte d'identité, mon carnet et la clé fine qui dormait depuis 2 jours dans la boîte à sucre. Je l'ai glissée dans une pochette en feutrine, comme on range un bijou ou une prière. Au tram, direction le centre. Les visages étaient matinaux, droits, chacun penché sur sa journée. Je suis descendue près de la place Saint-Sauveur et j'ai marché jusqu'à l'agence bancaire où Paul et moi avions nos habitudes. À l'accueil, j'ai demandé l'accès à mon coffre. L'hôtesse a consulté son écran, m'a prié d'attendre, puis une conseillère, une jeune femme aux ongles courts, visage sérieux, est venue me chercher. « Pièce d'identité et clé », a-t-elle dit avec cette politesse sobre des gestes encadrés. Nous avons emprunté un couloir où l'on devine qu'on parle bas par métier, et elle a ouvert une porte épaisse qui a refermé derrière nous le bruit léger de la ville. Dans la salle des coffres, j'ai posé ma clé dans la serrure du casier 208. Le métal a tourné avec un petit son de décision. On a porté le coffre jusqu'à une table sous une lampe blanche. « Je vous laisse, madame, vous prenez votre temps », a dit la conseillère. Elle s'est tenue à distance, dos tourné, présence délicate. Le couvercle s'est soulevé sans résistance. À l'intérieur, tout était sobre. Une chemise cartonnée, un petit paquet ficelé et une enveloppe où j'ai reconnu l'écriture de Paul. J'ai ouvert d'abord la chemise. Il y avait là le reçu d'achat de la montre Gousset au nom de Paul seul, avec la mention « acquise sur fonds propres » datée 15 ans plus tôt, et une courte note tapée à la machine. La montre est à Madeleine, à titre personnel. J'ai lu, relu, non pour comprendre, c'était limpide, mais pour laisser ces mots recouvrir d'une couche de réalité les souvenirs si malléables. Sous le reçu, un relevé d'un compte épargne ouvert à mon seul nom, alimenté par de petits virements réguliers que Paul avait posés comme des galets sur un chemin. Une somme ni étourdissante ni anodine, mais suffisante pour dire « tu n'es pas sans ». Il avait toujours ce talent, pas d'éloquence, pas de grande déclaration, de rendre la vie habitable en la préparant. J'ai pris enfin l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre brève. « Ma Madeleine, si un jour on te pousse à décider contre toi, ne signe rien, va voir Maître Roussel, rue Froide. J'ai confié à Vanier une consigne. S'il voit la montre ailleurs qu'à ton poignet, il t'appelle. Le coffre est à toi. Je t'embrasse, paix. » 3 phrases et une adresse, et j'ai eu l'impression qu'il entrait dans la pièce et tirait une chaise. Le petit paquet ficelé contenait une clé USB. Paul avait appris tard à s'en servir, et une liste manuscrite de quelques objets de valeur avec leurs photos imprimées. La montre y figurait,
la broche camée aussi, la table de ferme, oui, même la table, avec une annotation au crayon, ne pas brader, bois vivant. J'ai respiré plus profondément. Je n'étais pas surprise, mais je me sentais moins seule que 5 minutes plus tôt. J'ai demandé à la conseillère si je pouvais obtenir des copies. Elle a hoché la tête, a pris la chemise, a fait des duplicata nets, m'a remis les originaux et m'a tendu un reçu d'accès à signer. Sa voix est restée simple. Souhaitez-vous ajouter une mention à votre dossier? J'ai dit oui. Veuillez noter, aucune information ne doit être communiquée à un tiers sans mandat écrit et signé de main. Elle a enregistré la consigne, m'a lu sa formulation. J'ai également demandé un rendez-vous avec un conseiller pour faire le point tranquillement. Elle m'a proposé jeudi. J'ai accepté. C'était exactement le mot « tranquillement ». En quittant la salle des coffres, j'ai passé par la cour intérieure. Un arbre y tient bon depuis si longtemps qu'il a inscrit son geste dans la pierre. J'ai glissé la lettre de Paul dans mon porte-monnaie, la clé dans sa feutrine, le reçu dans mon carnet. À la sortie, une petite pluie a commencé sans conviction. Je me suis arrêtée sous une marquise et, pour la première fois depuis des semaines, j'ai eu envie d'un café pris dehors, à une table ronde où rien ne se passe. Je me suis installée au coin, j'ai commandé un noir. La tasse chaude a ancré mes mains. J'ai relu la lettre. Rue Froide, j'ai pensé. Je ne connaissais pas ce nom-là, maître Roussel, mais la rue, si, étroite, pavée, un peu en retrait, le genre d'endroit où l'on formule des décisions sans hausser la voix. Sur le chemin du retour, je me suis surprise à regarder les vitrines non plus comme des décors, mais comme des choses à disposition. Chez un papetier, j'ai acheté des enveloppes Kraft, un tampon dateur, 2 crayons noirs qui marquent net. Je suis rentrée à la maison par la prairie, les herbes hautes frottant contre mon manteau. À l'intérieur, j'ai posé le sac sur la table, j'ai tiré une chaise et j'ai commencé à ranger les copies. Chemise bleue pour montre bien propre, chemise grise pour banque-coffre, chemise blanche pour divers. J'ai écrit les titres à la main, d'une écriture un peu plus grande que d'ordinaire, celle que j'utilise quand je veux que les choses se tiennent. Puis, j'ai ouvert le carnet. Lundi, 9h40, accès coffre 2018, reçu achat montre, bien propre. Relevé compte à mon nom. Lettre de paix, ne rien signer. Maître Roussel, rue Froide, consigne Vanier, copie faite. Dossier mention aucune info sans mandat, RDV jeudi. J'ai levé la tête. À travers la fenêtre, le ciel changeait déjà de couleur. Je n'ai pas appelé David. J'ai lu, relu, non pour comprendre, c'était limpide, mais pour laisser ces mots recouvrir d'une couche de réalité les souvenirs si malléables. Sous le reçu, un relevé d'un compte épargne ouvert à mon seul nom, alimenté par de petits virements réguliers que Paul avait posés comme des galets sur un chemin. Une somme ni étourdissante, ni anodine, mais suffisante pour dire « tu n'es pas sans ». Il avait toujours ce talent, pas d'éloquence, pas de grandes déclarations, de rendre la vie habitable en la préparant. J'ai pris enfin l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre brève. « Ma Madeleine, si un jour on te pousse à décider contre toi, ne signe rien. Va voir maître Roussel, rue Froide. J'ai confié à Vanier une consigne. S'il voit la montre ailleurs qu'à ton poignet, il t'appelle. Le coffre est à toi. Je t'embrasse, paix. » 3 phrases et une adresse, et j'ai eu l'impression qu'il entrait dans la pièce et tirait une chaise. Le petit paquet ficelé contenait une clé USB. Paul avait appris tard à s'en servir, et une liste manuscrite de quelques objets de valeur avec leurs photos imprimées. La montre y figurait, la broche camée aussi, la table de ferme, oui, même la table, avec une annotation au crayon, « Ne pas brader, bois vivant ». J'ai respiré plus profondément. Je n'étais pas surprise, mais je me sentais moins seule que 5 minutes plus tôt. J'ai demandé à la conseillère si je pouvais obtenir des copies. Elle a hoché la tête, a pris la chemise, a fait des duplicata nets, m'a remis les originaux et m'a tendu un reçu d'accès à signer. Sa voix est restée simple. Souhaitez-vous ajouter une mention à votre dossier? J'ai dit oui. Veuillez noter, aucune information ne doit être communiquée à un tiers sans mandat écrit et signé de ma main. Elle a enregistré la consigne, m'a lu sa formulation. J'ai également demandé un rendez-vous avec un conseiller pour faire le point tranquillement. Elle m'a proposé jeudi. J'ai accepté. C'était exactement le mot, tranquillement. En quittant la salle des coffres,
j'ai passé par la cour intérieure. Un arbre y tient bon depuis si longtemps qu'il a inscrit son geste dans la pierre. J'ai glissé la lettre de Paul dans mon porte-monnaie, la clé dans sa feutrine, le reçu dans mon carnet. À la sortie, une petite pluie a commencé sans conviction. Je me suis arrêtée sous une marquise et pour la première fois depuis des semaines, j'ai eu envie d'un café pris dehors, à une table ronde où rien ne se passe. Je me suis installée au coin, j'ai commandé un noir. La tasse chaude a ancré mes mains. J'ai relu la lettre. Rue Froide, j'ai pensé. Je ne connaissais pas ce nom-là, Maître Roussel. Mais la rue, si étroite, pavée, un peu en retrait, le genre d'endroit où l'on formule des décisions sans hausser la voix. Sur le chemin du retour, je me suis surprise à regarder les vitrines non plus comme des décors, mais comme des choses à disposition. Chez un papetier, j'ai acheté des enveloppes Kraft, un tampon dateur, 2 crayons noirs qui marquent net. Je suis rentrée à la maison par la prairie, les airboats frottant contre mon manteau. À l'intérieur, j'ai posé le sac sur la table, j'ai tiré une chaise et j'ai commencé à ranger les copies. Chemise bleue pour montre bien propre, chemise grise pour banque-coffre, chemise blanche pour divers. J'ai écrit les titres à la main, d'une écriture un peu plus grande que d'ordinaire, celle que j'utilise quand je veux que les choses se tiennent. Puis, j'ai ouvert le carnet. Lundi, 9h40, accès coffre 218, reçu achat-montre, bien propre, relevé compte à mon nom, lettre de paix, ne rien signer, Maître Roussel, rue Froide, consigne Vanier, copie faite, dossier mention aucune info sans mandat, RDV jeudi. J'ai levé la tête. À travers la fenêtre, le ciel changeait déjà de couleur. Je n'ai pas appelé David. Ils ont choisi le mardi, midi pile, comme on cale un rendez-vous de livraison. Émilie est arrivée avec 2 barquettes de lasagne pour te faire gagner du temps. David portait une chemise transparente d'où dépassait un liseré rouge. La table était déjà mise. J'avais posé une nappe claire, 3 assiettes, des verres lourds qui sonnent juste. Nous avons mangé presque en silence. Le goût du basilic avait quelque chose d'obstiné, comme si l'herbe tenait à rappeler qu'elle vient de la terre. Puis Émilie a sorti la chemise, l'a lissée sous sa paume. « Ce sont de simples formalités », a-t-elle dit. J'ai ouvert. La première page en lettres grasses, procuration bancaire, juste derrière, mandat d'autoriser prise de rendez-vous et visite d'estimation. Et plus mince, une autorisation de retrait d'objets confiés, ciblant un bijou déposé chez un tiers. Le mot bijou pour la montre m'a brûlé les yeux. J'ai respiré par le nez, posé l'index au coin des feuilles. Les blancs sur les lignes, lus et approuvés, avaient la blancheur nerveuse des blessures pas encore refermées. David a pris son ton raisonnable. C'est pour simplifier, au cas où, tu sais, si jamais tu faisais une mauvaise chute ou juste pour gagner du temps. Émilie a enchaîné. On ne prendra aucune décision sans toi, c'est promis. Les promesses sans date ont la souplesse des filets. Elles servent à ce qu'on attrape. J'ai demandé si je pouvais lire tranquillement. J'ai lu à voix basse 2 clauses qui donnaient à la procuration un champ large, non pas payer des factures, mais agir sur tout compte actuel et à venir. J'ai lu la mention d'un mandat irrévocable jusqu'à révocation écrite, qui sonne comme un paradoxe, et l'autorisation de retrait mentionnait l'horloger de la rue Saint-Pierre, M. Vanier, noir sur blanc. J'ai levé les yeux. « Non », ai-je dit calmement. « Je ne signe pas aujourd'hui. Je veux consulter. » David s'est raidi, a voulu sourire, n'a pas tout à fait réussi. « Tu compliques tout pour rien. » J'ai gardé la voix basse. « Ce qui est à mon nom ne se simplifie pas sans moi. » Émilie a tenté un détour par la tendresse. « On s'inquiète, c'est tout. » Je n'ai pas répondu. J'ai pris mon téléphone. J'ai photographié chaque page avec la précision d'un employé de musée. Les images sont devenues des faits. Je les ai fait glisser dans un dossier nommé « Mardi Procuration ». Après le café, Émilie a essayé de ranger la chemise dans mon buffet. Je l'ai remise dans son sac, avec douceur. « Gardez-la », ai-je dit. Je vous donnerai ma réponse. David s'est levé trop vite, la chaise a raclé. On perd du temps. J'ai pensé à Paul. Il disait que l'on perd du temps, surtout quand on court après ce qui n'est pas à nous. Sur le pas de la porte, Émilie a remis une caresse à l'air près de ma joue. David a lâché, comme une goutte d'huile sur l'eau. « Et s'il t'arrive quelque chose ?» J'ai dit, « Il ne m'arrive rien quand je lis. » Dès la porte refermée, j'ai attrapé mon manteau.
Dehors, l'air vif faisait trembler les drapeaux des vitrines. J'ai marché jusqu'à la rue Froide. La plaque Maître Roussel, avocat, luisait sobrement. On m'a reçu sans chichi, dans un bureau où les dossiers empilés tiennent debout par habitude. Je n'ai pas raconté ma vie. J'ai posé sur la table les copies de la lettre de Paul, la photo de la poche transparente de David, les captures des procurations, et j'ai dit « On me presse ». Maître Roussel a pris le temps de lire, un crayon à la main. « Ce n'est pas illégal de proposer », a-t-il dit. « Ça le devient si l'on insiste, si l'on manipule, si l'on tente de disposer de vos biens sans mandat. Nous allons cadrer. » Il a parlé d'abord d'un courrier recommandé, double AR, à David et à Émilie. Rappel de ma pleine capacité, interdiction stricte de toute estimation, de tout déplacement d'objets ou de tentative d'accès à mes comptes sans mon accord écrit et daté. Toute visite de professionnel à planifier par écrit au moins 7 jours à l'avance. Mention claire que la montre déposée chez Monsieur Vanier ne peut être retirée que par moi. Il a ajouté « Je préfère aussi un constat ». Il a composé le numéro d'un commissaire de justice, a pris rendez-vous pour le lendemain, constat à domicile de mon inventaire manuscrit, des témoins posés, des documents qu'on a voulu me faire signer et de mon refus daté. Le droit aime l'encre fraîche, a-t-il souri. Je me suis surprise à sourire aussi. Avant de partir, il a tapé une lettre à la banque pour confirmer la mention « Aucune information sans mandat » et un courrier à l'horloger actant par écrit ma consigne de conservation. Nous gardons l'idée des mesures conservatoires en tête, a-t-il dit. Si l'on continue, on saisira en référé. J'ai hoché la tête. Les mots en référé ont la tenue d'une veste bien coupée. Ils vous redonnent vos épaules. Le commissaire de justice est arrivé à 9 heures précises. Un homme grand au manteau sombre, mallette étroite et regard qui sait où poser la mesure. Il s'est présenté, a demandé l'autorisation d'entrer, puis a fait ce que font les professionnels qui n'ont rien à prouver. Il a commencé par la cuisine. Nous allons constater ce que vous me décrivez, madame, vos listes, vos témoins, la situation des lieux. Sa voix tenait debout toute seule. Je lui ai indiqué la boîte laquée, le ticket plié sous le coffre à bijoux, l'enveloppe Kraft scellée où j'avais glissé l'inventaire manuscrit. Il a pris des photos, indiqué l'heure, noté mes propos avec des mots qui ne blessent pas. Dans la chambre, il a montré du doigt l'empreinte de poussière plus claire sous la boîte. Position relevée. Dans le salon, il a photographié mes chemises classées. La mention « Aucune information sans mandat » imprimée par la banque et glissée bien en vue. Dans l'entrée, il a cadré le paillasson où les petits graviers trahissaient samedi une présence trop assurée. Nous avons signé sur le coin de la table, entre la corbeille de fruits et un rayon de soleil. Le feuillet carbone s'est partagé proprement. Vous recevrez le constat par courrier recommandé dans les 48 heures, a-t-il précisé. Je peux aussi l'adresser directement à votre conseil. J'ai donné le nom de Maître Roussel. Il a rangé la mallette, s'est incliné, a souhaité une bonne journée, comme on referme une parenthèse. Quand il est parti, la maison avait l'air plus horizontale, plus sûre de ses lignes. Je suis passé à la poste déposer les lettres recommandées préparées par l'avocat, une pour David, une pour Émilie. Sur les étiquettes, j'ai vérifié leurs noms, la netteté des adresses, la précision est une façon de tenir tête. En revenant par la place de la République, mon téléphone a vibré. « Madame, c'est Vanier, excusez-moi de vous importuner. Un couple vient de tenter de récupérer la montre. Ils ont parlé de procuration familiale. Je leur ai demandé le mandat écrit. Ils n'en avaient pas. Je les ai conduits poliment. Souhaitez-vous une attestation ? J'ai dit oui. Il a ajouté presque penaud. La jeune femme a insisté, a dit que vous étiez fatigué, que ce serait plus simple. J'ai préféré vous appeler. Je l'ai remercié. La phrase « fatigué » était entrée, comme une pointe, exactement où visait leur récit. L'après-midi a glissé avec une lenteur volontaire. J'ai ouvert la fenêtre de l'étage, fait un peu d'ordre. Une alerte a surgi sur mon téléphone. Tentative de connexion à votre espace bancaire depuis un nouvel appareil. Était-ce vous? Ce n'était pas moi. J'ai cliqué non. Puis j'ai appelé directement mon agence. La conseillère a confirmé le blocage, proposé d'activer un niveau supplémentaire de double authentification et d'instaurer une alerte immédiate pour tout virement supérieur à 200 €. Nous avons ajouté une note en gras.
Aucune réinitialisation de mot de passe ne sera validée par téléphone, uniquement en agence avec pièce d'identité. J'ai entendu dans sa voix la petite vigueur de ceux qui aiment que les choses soient claires. Elle m'a promis un courriel récapitulatif. Je l'ai remercié. J'ai noté l'heure dans mon carnet. Vers 5 heures, la sonnette a résonné. David. Seul. Je passais dans le coin, a-t-il dit. Je voulais m'assurer que tout va bien. Je l'ai laissé entrer. Il a demandé un verre d'eau, un prétexte comme un autre pour traverser la maison. Les lettres de l'avocat sont arrivées, alors? Sa voix cherchait un ton neutre et n'en trouvait pas. Elles partiront demain, ai-je répondu. Il a hoché la tête, a souri sans joie. Je vais aux toilettes, a-t-il ajouté, déjà en marche. Le couloir menait aussi à mon petit bureau. J'ai laissé 10 secondes au silence pour montrer que je savais compter. Puis j'ai suivi. David était debout, penché sur mon bureau, l'écran allumé sur la page « Mot de passe oublié » de ma banque. Le cadre bleu, le champ pour le numéro client, tout brillait d'une clarté qui insulte. Il a sursauté, a cherché une phrase et a trouvé une maladresse. Je voulais t'aider à vérifier tes prélèvements. Je n'ai pas crié. J'ai sorti mon téléphone, pris une photo nette de l'écran. Sors, David. Ma voix m'a semblé venir de la table de ferme, lourde et stable. Tu reviendras quand tu auras compris que ce bureau n'est pas un couloir. Il a bredouillé, a baissé les yeux comme un écolier, puis il est parti, la porte claquant un peu trop fort. J'ai attendu 1 minute avant de respirer profondément. La maison a repris sa taille normale. J'ai éteint l'ordinateur, verrouillé l'accès, déplacé les mots de passe dans un gestionnaire que la conseillère m'avait recommandé. Ensuite, j'ai rédigé un court courriel à Maître Roussel. Tentative de récupération de la montre constatée par M. Vanier. Attestation en cours. Alerte banque, tentative de connexion externe bloquée. Intrusion au bureau par David, capture d'écran jointe. J'ai joint la photo, l'alerte, l'heure. Le soir, j'ai dîné d'un bol de soupe et d'un quignon de pain. La fatigue, la vraie, est venue, mais elle ne m'a pas plié. Elle m'a simplement offert une chaise. Avant d'éteindre, j'ai remonté la pendule du couloir. Le tic-tac était clair. J'ai posé la main sur la rambarde de l'escalier. J'ai pensé à Paul, qui posait la sienne en redescendant la nuit boire un verre d'eau. « Ne signe rien sous pression », disait sa lettre. Je n'ai rien signé. J'avais des faits. Et des faits, j'ai appris ce jour-là qu'ils sonnent plus fort que les promesses quand on leur donne de l'encre, des dates et des témoins. Demain, on verrait pour la suite. Ce soir, je garderai la maison à la bonne hauteur de mon souffle. Le lendemain, la rumeur a pris la forme d'une phrase courte, portée par un souffle de cuisine. Ma belle-sœur m'a appelé pour dire qu'Émilie s'inquiétait de ma fatigue, que j'oubliais des choses, que ce serait mieux pour tout le monde si je me laissais aider. Le mot fatigue, répété comme un clou, cherchait une planche où entrer. Je l'ai laissé rebondir. Puis j'ai pris mon manteau et suis allé voir mon médecin traitant. Il m'a écouté, m'a posé des questions simples et droites, a noté mes réponses, a vérifié mes ordonnances, mes yeux, ma tension. Il a rédigé un certificat clair, aucun signe de confusion, autonomie conservée, patiente apte à gérer ses affaires. Une feuille, un tampon, une date. Parfois, tenir debout commence par une ligne horizontale. Dehors, l'air avait une morsure sèche. En rentrant, j'ai trouvé dans ma boîte mail l'attestation de M. Vanier, une tentative de retrait de la montre par un couple sans mandat, propos évoquant ma fatigue, refus du professionnel, conservation de l'objet à ma demande. Le commissaire de justice, lui, m'avait déjà envoyé un brouillon du constat. Les pièces commençaient à parler entre elles comme des voisines sur un banc. J'ai rassemblé le tout dans une chemise épaisse et j'ai appelé Maître Roussel. Au cabinet, il a feuilleté sans se presser, a souligné 2 dates, a mis une gommette bleue sur l'attestation de l'horloger. « Nous allons en référer », a-t-il dit. « Trouble manifestement illicite, tentative d'emprise sur vos biens, intrusion informatique, pression pour signature, tentative de retrait d'un bien vous appartenant. Nous demandons des mesures conservatoires. » Il a tapé l'assignation pendant que je regardais par la fenêtre la rue Froide faire son métier de rue. Déposez les pas, avalez les mots. Interdiction de pénétrer chez vous sans votre accord écrit. Interdiction d'organiser visite, estimation, enlèvement. Interdiction de se présenter auprès de tiers comme vos mandataires.
restitution de toute clé sous 48 heures, astreinte journalière en cas de manquement. Il a ajouté, presque tendre, et rappel de votre pleine capacité, certificat médical à l'appui. J'ai hoché la tête. Je ne voulais pas gagner. Je voulais que la pente cesse. L'audience a été fixée au jeudi. Dans la salle du tribunal, l'air avait ce goût de papier neuf et d'ampoules trop blanches. David et Émilie se sont assis à 2 rangs. Émilie portait un tailleur sombre, sérieux, soudain trop ajusté. David fixait le sol. Le juge a d'abord lu d'une voix qui ne cherchait aucune musique les demandes de mon avocat. Maître Roussel a exposé sans drame les faits, les dates, les pièces. Le constat du commissaire de justice, l'attestation du bijoutier, l'alerte bancaire, l'épisode du bureau, le certificat du médecin. Il a parlé comme on range un tiroir, objet par objet, sans lever la voix. L'avocat d'en face a tenté de peindre un tableau doux, l'inquiétude d'un fils, la prévoyance d'une belle-fille, la volonté d'éviter les accidents de l'escalier. Il a prononcé le mot bienveillance avec une insistance qui lui a ôté sa couleur. Émilie a ajouté, brièvement, que je m'isolais, que je refusais toute aide, que la maison devenait dangereuse. Je n'ai pas répondu. Ma voix n'aurait rien ajouté au papier. Le juge a posé 2 questions. À moi, souhaitez-vous rester chez vous? Oui. À eux, disposez-vous d'un mandat écrit? Non. Le délibéré a été court. L'ordonnance, lue à mi-voix, avait la netteté d'une lame propre. Interdiction faite à David G. et Émilie G. de pénétrer au domicile de Madame Madeleine G. en son absence ou sans son accord écrit et daté. Interdiction de solliciter, organiser ou faire procéder à toute estimation, visite, enlèvement ou retrait de biens la concernant. Interdiction de se présenter auprès de tout tiers, banques, horlogers, artisans, agents immobiliers comme mandataires. Obligation de restituer sous 48 heures toutes clés et doubles en leur possession, astreinte de 200 € par jour de retard. Transmission possible au parquet en cas de violation. Mention a été faite du certificat médical et du constat. Exécution provisoire, a ajouté le juge, et le mot provisoire, pour la première fois depuis longtemps, m'a donné une sensation d'avenir. En sortant, la lumière a changé de côté. J'ai marché lentement jusqu'à l'arrêt, le papier de l'ordonnance plié dans mon sac comme une pierre plate. À la maison, j'ai posé le document au centre de la table, j'ai ouvert les fenêtres et j'ai laissé entrer l'après-midi. Quelques minutes plus tard, un message bref est arrivé de David. « Nous rendrons les clés demain. » J'ai répondu « Bien reçu ». Rien de plus. Le soir, j'ai cuit des pommes au four avec un peu de cannelle. La cuisine a senti la patience. Je n'étais pas vengée, je n'étais pas démolie. J'étais tenue par des lignes noires sur fond blanc, par la clarté d'un juge, par la main d'un horloger, par la signature d'un médecin, par la marche lente d'une femme qui dit oui à ce qui la protège et non à ce qui la déplace. J'ai remonté la pendule, 1 minute de plus pour rattraper le retard. Le tic-tac a repris, précis, presque content. On aurait dit que la maison, elle aussi, avait reçu son certificat. Demain, on restituerait les clés. Et j'avais promis à Paul, sans l'avoir dit à personne, que je replacerais la montre à mon poignet le jour où l'on cesserait de m'en déposséder avec des mots. Demain, peut-être, serait un jour qui porte. Le lendemain matin, à 9 heures, une enveloppe Kraft a glissé sous ma porte. À l'intérieur, un trousseau dans lequel je reconnaissais le double du portail, la clé du garage, celle de la cave, une petite étiquette « Entrée ». J'ai posé les anneaux sur la table et j'ai respiré. Il manquait la clé du cabanon au fond du jardin. J'ai envoyé un message bref à Maître Roussel. Clé restituée, sauf cabanon. Il a répondu « Je relance, sinon serrurier et constat complémentaire ». J'ai noté l'heure dans mon carnet, tamponné la date en marge. Le simple cliquetis des clés sur le bois m'a paru plus beau que n'importe quelle musique. À 10 heures, je suis allée à mon rendez-vous banque, pris le lundi. La conseillère m'attendait avec un dossier préparé. Nous avons passé en revue mes comptes, vérifié chaque virement, désactivé tout ce qui pouvait l'être à distance. Je vous propose de scinder vos livrets et votre compte courant sur 2 applications distinctes et d'ouvrir un sous-coffre pour vos documents sensibles, a-t-elle suggéré. J'ai accepté. Elle a ajouté, en lisant à l'écran, « L'alerte d'hier a été bloquée à temps. L'appareil a été inscrit dans une liste noire. » Nous avons imprimé un récapitulatif des consignes. À la fin,
Elle m'a regardé avec ce sérieux des gens qui aiment bien faire. Vous avez les idées claires, madame. Ça aide. J'ai répondu que le clair, souvent, vient du noir sur blanc. En sortant, j'ai traversé la place et je suis entrée chez Vanier récupérer l'attestation signée. La feuille portait son en-tête, la date, l'heure de la tentative, la mention du couple sans mandat, la phrase sur ma prétendue fatigue, son refus et l'engagement de conserver la montre. J'ai aussi un enregistrement de la caméra de la boutique, si besoin, a-t-il dit en baissant la voix. Une photo des personnes, floue mais exploitable. Je peux la fournir à votre avocat. Je l'ai remercié. Il a posé sa main sur le comptoir, paume ouverte, comme on jure sans la grandiloquence du geste. La montre, elle, est restée au coffre de la boutique. C'était mieux ainsi tant que les gestes s'alignaient. L'après-midi, j'avais rendez-vous chez le notaire, maître Delaunay. Maître Roussel l'avait appelé pour mettre la maison en ordre, côté civil. Dans son étude aux boiseries miel, j'ai raconté peu, déposé beaucoup. Le reçu d'achat mentionnant bien propre, la lettre de Paul, la liste d'objets et les photos sur la clé USB, l'ordonnance du juge, l'attestation de l'horloger, le certificat médical. Maître Delaunay a hoché la tête, couché les titres dans un procès-verbal de dépôt. Nous allons établir un inventaire simplifié des biens personnels que vous souhaitez protéger et surtout consigner votre volonté. Pas de vente, pas de déménagement, pas d'estimation sans votre accord explicite. Elle a ajouté, attentive, je vous propose également un mandat de protection future. Vous désignez la personne de confiance de votre choix. Le mandat ne s'activera qu'en cas de nécessité médicalement constatée. J'ai pensé à Lucille, mon amie d'enfance, celle qui sait garder une porte fermée sans faire de bruit. Je réfléchirai cette nuit, mais je crois que ce sera Lucille, ai-je répondu. Nous avons imprimé un rappel de propriété. La maison est mienne, point. La table de ferme, la broche camée, la petite bague saphir ébréchée, la boîte laquée aux boutons nacrés. Autant de biens répertoriés, non pour les soustraire au monde, mais pour empêcher qu'on les transforme en colonnes de tableurs. Je vais adresser copie de ces éléments à votre avocat, a dit maître Delaunay. Elle a ajouté, et j'ai aimé sa façon de nommer, ce que nous faisons ici n'est pas une barricade, c'est une cartographie. Quand c'est clair, on se perd moins. J'ai signé une signature nette qui tenait la ligne. En rentrant, j'ai retrouvé sur le paillasson une seconde enveloppe Kraft, froissée, sans mots. À l'intérieur, la clé manquante du cabanon. J'ai rangé l'ensemble des trousseaux dans un bol en faïence sur la commode et j'ai collé au dos une étiquette que j'ai datée. J'ai ouvert les fenêtres. Le jardin s'est laissé entrer, odeur de terre mouillée et de bois. Dans le cabanon, j'ai vérifié l'établi, la vieille perceuse, les pots de vis. Rien ne manquait. J'ai reposé la main sur la porte. J'ai senti sous la paume une fatigue soudaine, pas celle qu'on m'imputait, la vraie, celle qui suit la mise en ordre. Le téléphone a vibré. Un message de David, très court. On est allé trop loin. Pardon. Puis, après une minute, un second plus long où le nous se crevait en jeu. J'ai eu peur de l'argent, des échéances. J'ai pensé que ce serait plus simple si tout était géré. Je l'ai lu 2 fois, sans colère et sans attendrissement. Je n'ai pas répondu. Je me suis préparé une tisane. J'ai posé l'ordonnance et l'attestation côte à côte, comme on place 2 livres qui se répondent. J'ai sorti la clé USB de Paul. Sur l'écran, les photos s'ouvraient, la montre, la table, la broche, accompagnées de petites notes tracées d'une écriture penchée. Ne pas brader, bois vivant. Paul avait donc prévu plus que mon chagrin. Le soir, j'ai appelé Lucille. Sa voix a traversé la ligne comme une nappe fraîche. Si un jour j'ai besoin, accepterais-tu d'être mon bras tranquille? Elle a dit oui sans histoire, puis elle a demandé si elle devait venir pour le week-end. Pas encore, ai-je dit. La maison tient. Nous avons parlé du marché du dimanche, des bottes de poireaux et des fromages qui sentent fort. Puis nous avons raccroché avec ce silence heureux des amitiés qui ne s'expliquent pas. Avant d'éteindre, j'ai remonté la pendule. Chaque cran du ressort sonnait comme un petit accord signé. Demain, j'irai chez le notaire finaliser le mandat avec le nom de Lucille. Et peut-être, si le jour s'ouvrait comme il faut, je passerai chez Vanier pour demander qu'on nettoie la montre. Non pour la vendre, pour la remettre à l'heure à mon poignet. Le lendemain, j'ai pris la rue Froide,
dès l'ouverture pour finaliser le mandat de protection future. Dans le cabinet de Maître Delaunay, Lucille a signé avec sa manière simple, un trait droit qui n'appelle aucune explication. Le mandat ne s'appliquera que si un médecin inscrit l'atteste, a rappelé le notaire. En attendant, il demeure scellé. Elle a glissé les feuillets dans une enveloppe épaisse, a apposé un ruban adhésif, puis a tendu la main à Lucille comme on confie une clé qu'on n'utilisera peut-être jamais. J'ai senti alors que mon nom avait cessé d'être un drapeau pour redevenir une maison. Ses murs, son toit, ses limites, son eau chaude à la bonne heure. À midi, j'ai reçu un appel de David. Sa voix, basse, n'osait pas lever la tête. « On peut parler ? Chez le notaire, si tu veux. » J'ai répondu oui. Nous nous sommes retrouvés à l'étude, dans une petite salle où 2 vitres matées tenaient lieu de pudeur. Émilie avait rangé son tailleur pour un pull sombre. David avait les mains nues, sans cette énergie qui bouscule. Maître Delaunay a posé devant eux l'ordonnance du juge, l'attestation de l'horloger, le constat du commissaire de justice. Elle a parlé peu, juste ce qu'il faut pour que les mots atteignent leur place. Ici, rien n'est une opinion, ce sont des faits. Émilie a pris la parole la première. « Je me suis trompée », a-t-elle dit, chaque syllabe comme un pas dans la neige. Elle a expliqué, sans trop s'attarder, les échéances, la peur de manquer, l'idée de prendre les devants. David a ajouté que l'argent s'était mis à parler plus fort que lui. Il a dit pardon, non pas comme un geste à montrer, mais comme un objet qu'on dépose. Je n'ai pas rempli leur silence. J'ai levé les yeux vers Maître Delaunay, qui a tourné vers eux une page prête. Une convention de famille, très simple. Contact par écrit pour toute proposition. Aucune clé, aucun double, pas de visite sans accord explicite, pas d'intervention auprès de tiers. Si un soutien financier ponctuel est demandé, il passe par écrit sous forme de prêt familial, échéancier et date. On met des mots où vous aviez mis des intentions. Ils ont signé. Je n'ai rien promis. J'ai seulement noté la netteté des lignes. En sortant, j'ai marché jusqu'à la boutique de M. Vanier. Un nettoyage léger, et si vous voulez, je replace la rondelle de cuir au pendant. Elle a séché, a-t-il proposé. J'ai observé ses gestes précis, son chiffon qui retrouvait la lumière des années sans les effacer. Quand il me l'a tendue, la montre brillait moins qu'autrefois, mais elle pesait mieux. Je l'ai glissée à mon poignet, le bracelet ajusté au cran d'avant. La seconde s'est remise à filer, docile. « Elle tiendra », a dit Vanier. Je n'ai pas su s'il parlait de la montre ou de moi. L'après-midi a coulé avec cette densité des jours qui savent où se placer. Je suis passé au marché, j'ai acheté des poireaux, un peu de fromage et du pain. Au retour, j'ai croisé Madame Roussel qui a levé la main. « Ça va mieux ?» J'ai répondu que le temps était revenu à sa taille normale. Sur ma table, j'ai rangé les documents dans leur chemise, j'ai glissé l'ordonnance dans un protège-feuille, j'ai inscrit en marge « Exécution provisoire obtenue ». J'ai aussi écrit, au bas d'une page vierge, « Ne pas brader, bois vivant ». La table de Paul a semblé approuvée. En fin de journée, David a envoyé un message court. « Merci d'avoir accepté le rendez-vous. Nous respecterons. » Pas d'autre phrase. Je n'ai pas répondu. Les mots n'ont pas toujours besoin d'être renvoyés à l'expéditeur. Je me suis fait une omelette. J'ai ouvert la fenêtre de la cuisine, l'air de Caen est entré avec une odeur de feu de bois et de linge. J'ai pensé à la peur, la leur, la mienne, et à ce qu'on en fait quand elle veut gouverner. On la pose, on la nomme, on la tient. On la désarme en la conduisant devant des papiers signés. Le soir, j'ai pris la montre entre les doigts. Derrière le verre, la trotteuse avançait comme un insecte sûr de sa trajectoire. J'ai remonté la pendule du couloir. 2 mécaniques, 2 souffles, une maison réaccordée. Je me suis assise et j'ai laissé venir les phrases. Elles n'étaient ni criées ni sucrées. Elles savaient. À celles et ceux qui se taisent depuis trop longtemps, je veux dire ceci. Votre silence n'est pas une corde autour du cou. Il peut être une poignée sur une porte que vous choisirez d'ouvrir ou de fermer. Gardez des dates, des noms, des reçus. Faites constater ce qui doit l'être. Demandez l'encre des autres quand votre voix fatigue. Ne vous excusez pas d'exiger des clés, des mandats, des accords écrits. Le monde aime qu'on se laisse déplacer en douceur. Opposez-lui la douceur d'un non. L'amour n'autorise ni la main dans vos tiroirs, ni le pas dans votre bureau. Si l'on vous dit que vous êtes fatigué,
Répondez par un certificat et un rendez-vous. Si l'on tente d'arracher le temps à votre poignet, remontez la montre et le cœur. Et si la peur revient, prêtez-lui une chaise, puis faites-la taire avec une signature. On ne récupère pas sa vie à coups de tonnerre. On la refait tenir avec des petits bruits exacts, le tic-tac d'une montre, la frappe d'un cachet, le froissement d'une enveloppe Kraft et la voix paisible d'une femme qui sait désormais à quelle heure commence sa dignité.